Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau. Nous allons parler d'innovation publique avec la direction interministérielle de la transformation publique, la DITP, qui, vous le savez, organise depuis 2014 le mois de l'innovation. C'est un programme qui fédère un certain nombre d'événements animés par tous les acteurs du service public. Son objectif, il est simple, c'est partager, échanger les méthodes, les bonnes pratiques, les solutions innovantes pour concevoir plus efficacement les politiques publiques et mieux répondre aux attentes en associant les usagers et les agents de terrain. Alors évidemment, le ministère de l'Intérieur participe à ce mois de l'innovation avec beaucoup d'enthousiasme et d'imagination. Je vous propose d'écouter Jean-Benoît Albertini, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Depuis 2014, le mois de l'innovation publique est un événement fédérateur pour toute l'administration, piloté par la direction interministérielle de la transformation publique. Le ministère de l'Intérieur en est un des principaux contributeurs en administration centrale comme dans les territoires. Ce programme met en lumière des innovations portées par les services de l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics, mais d'abord et avant tout par les femmes et les hommes qui exercent leur mission. En 2020, malgré les restrictions sanitaires, notre ministère s'est investi dans cette séquence en proposant un programme ambitieux de valorisation de nos initiatives qui sont d'abord les vôtres. Car ces projets incarnent la dynamique d'innovation de nos métiers et de nos organisations. Plateformes de services, applications au profit des usagers, solutions pour améliorer la qualité de vie au travail des agents, autant d'éléments de transformation qui intéressent notre quotidien, mais aussi les attentes de nos concitoyens. On le constate chaque jour, notre ministère et l'ensemble de ses réseaux innovent. Inscrire nos actions et les valoriser lors du mois de l'innovation publique représente une opportunité pour faire connaître nos services, nos réalisations et bien évidemment pour mettre à l'honneur les agents innovateurs. L'un des enjeux que nous portons tient à la co-construction de procédures et de services qui nous relient aux usagers et aux équipes qui s'y engagent. Il s'agit d'améliorer la qualité et la réactivité de nos organisations, mais aussi les conditions de travail des agents. Nous voulons susciter et soutenir la mobilisation de tous les agents, quelle que soit leur mission, leur métier et leurs initiatives. Les encourager aussi à recourir aux appels à projets, sources de financement public qui soutiennent les actions innovantes. Chacun peut candidater aux différents programmes qui permettent d'intégrer dans nos dispositifs d'accompagnement des experts et des talents aux compétences recherchées. Il y a aussi les programmes numériques que nous élaborons au sein du ministère, comme celui de TechMeUp, de la direction du numérique, permettant l'incubation d'idées innovantes qui émergent au sein de nos écosystèmes. Nous voulons également apporter des réponses claires et concrètes à celles et ceux qui sont à la recherche d'exemples et de bonnes pratiques sur ce qui se fait déjà dans les services pour le généraliser, voire aller plus loin dans un processus d'amélioration continue. Un relevé des actions innovantes du ministère avec plus de 1000 initiatives recensées sera d'ici la fin de l'année mis à disposition de l'ensemble des agents du ministère et des directions départementales interministérielles avec tous les contacts et les références utiles. Sans entrer dans le détail des différents projets qui vous seront présentés dans ce mois de l'innovation, 3 axes ont déterminé notre action. Améliorer l'expérience usagée en soutenant les projets qui favorisent la participation. Améliorer l'expérience agent en proposant de nouveaux modes de travail et de management. Et enfin, proposer des services qui intègrent l'éco-responsabilité. Voilà autant d'axes et de pistes à prioriser et pour lesquels le ministère de l'Intérieur a d'ores et déjà œuvré au cours de l'année écoulée. Pour 2022, je forme le vœu que l'innovation devienne plus encore l'affaire de tous pour influer sur nos activités et nos usages de manière tangible. Voilà pourquoi nous avons créé notre propre label d'innovation, Minov, qui se décline autour d'un club ministériel de l'innovation, d'un réseau de laboratoires d'innovation et d'une participation très engagée du ministère de l'Intérieur au mois de l'innovation publique. Je vous encourage à découvrir sur Internet comme sur nos réseaux le programme de ce mois de l'innovation
et à participer aux différents temps d'échange qui vous sont proposés. Je souhaite à tous les porteurs de projets de notre ministère un mois de l'innovation publique riche et stimulant. Merci, monsieur le secrétaire général. Merci, Jean-Benoît Albertini. Alors, l'une des principales innovations portées par le ministère de l'Intérieur, c'est la nouvelle carte nationale d'identité au format carte bancaire. Nous sommes ravis d'accueillir sur ce plateau Aude Isaac Rouet, qui est chef de la section affaires juridiques au sein du bureau des titres d'identité et de voyage de la DLPAJ. C'est beaucoup d'acronymes, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Aude, je vais vous inviter à enlever votre masque parce que, bien évidemment, cette émission est réalisée dans le strict respect des consignes sanitaires avec le port du masque, mais également l'utilisation du gel hydroalcoolique et la distanciation physique. Aude, cette carte, elle est vraiment, vraiment innovante. Qu'est-ce qu'elle a comme innovation, justement, au-delà de son format ? Alors, au-delà de son format, cette carte porte les éléments de sécurité les plus innovants qu'on a pu identifier en association avec l'Agence nationale des titres sécurisés et les forces de sécurité intérieure pour prévenir un maximum les risques de contrefaçon et de manipulation de la carte. Ce qui est important, c'est que la lutte contre la fraude à l'identité, et c'est évidemment l'une des priorités du ministère de l'Intérieur. Et là, on a vraiment un titre qui est beaucoup plus sécurisé qu'il ne l'était auparavant. Tout à fait, notamment par certains éléments comme le dos vide. C'est l'élément que vous voyez qui recouvre la photographie, qui permet éventuellement de détecter quand il y a des manipulations de la carte pour substituer par exemple la photographie du fraudeur. Vous avez des éléments dans le fond sécurisé du titre qui permettent d'identifier des symboles à la loupe pour bien reconnaître que le titre, c'est un titre délivré officiellement par les autorités françaises. Vous avez aussi une innovation importante au verso de la carte, un cachet électronique visible sous format QR code que vous voyez ici, qui comporte les données essentielles du titulaire, portant aussi un cachet de l'État. Et ainsi, si jamais la carte a fait l'objet de manipulation, on peut s'en rendre compte en lisant les données qui sont dans ce CEV. Alors, il y a aussi, Aude, une puce. Tout à fait. Et qui est souvent l'objet de beaucoup d'interrogations. Que contient cette puce ? Quelles sont les données qui y sont enregistrées ? Et comment ces données sont-elles protégées d'un accès frauduleux ? Alors, la puce contient la plupart des données que vous voyez sur le visuel de la carte, donc les éléments d'état civil, excepté la signature du titulaire. Elle contient également l'image numérisée de la photographie du visage du titulaire et les empreintes digitales. Et l'ensemble de ces éléments font l'objet d'une protection renforcée avec notamment des mécanismes cryptographiques. Et en particulier, ce qui est le plus protégé au sein de la carte, ce sont les empreintes digitales qui sont estimées comme une donnée vraiment essentielle et sensible, et donc qui font l'objet d'une protection renforcée et du coup d'un accès limité. Alors, quelles ont été, et quelles vont être, mais quelles ont été les grandes étapes du déploiement de cette nouvelle carte nationale d'identité ? Alors, en parallèle de la conception du titre, nous avons mené un chantier juridique où il a fallu modifier les textes qui instituent la carte d'identité en France et aussi les textes qui permettent de délivrer ce titre, de gérer les suivis des demandes. Donc ça s'est traduit par un décret avec une consultation au Conseil d'État et aussi la consultation de la Commission nationale d'informatique et des libertés. Il y a eu un volet technique piloté par l'Agence nationale des titres sécurisés et nous-mêmes pour le déploiement de la carte et l'adaptation de tous les dispositifs de recueil que vous avez sur l'ensemble du territoire pour recueillir les demandes des usagers. Il y a aussi le volet conduite du changement qui a été mené avec le service de la direction de la communication et auquel ont été associés le réseau territorial. Notamment, on a aussi organisé, le visuel étant un élément très très important pour nous, on a été organisé 2 groupes usagers
pour permettre d'avoir le ressenti des citoyens sur l'aspect visuel de cette carte, quels étaient les éléments les plus importants pour eux qu'on devait retrouver sur la carte. Alors bien évidemment, cette carte, elle va se déployer au fur et à mesure des années qui s'ouvrent devant nous, même si bien évidemment on peut déjà s'en procurer. Cela dit, les titres existants, évidemment, restent valides. Tout à fait. Les titres existants déjà en circulation restent valides jusqu'à la date de fin de validité. En revanche, les cartes anciens modèles, il ne sera plus possible de voyager avec à partir du 3 août 2031. Elles seront toujours valides sur le territoire pour faire des démarches sur le territoire national et justifier de votre identité, mais vous ne pourrez plus vous rendre dans un autre État membre de l'Union européenne avec une carte ancien modèle. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces précisions, la présentation de ce qui est une révolution, parce que franchement, on a un outil sécurisé, plus pratique, plus sûr, et qui va à la fois aider les Français dans leur vie quotidienne, nos concitoyens dans leur vie quotidienne, et également permettre de lutter beaucoup plus efficacement contre la fraude documentaire. C'est une des missions du ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup, Aude Isaac Rouet, d'être venu sur ce plateau. On va prendre la direction de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et plus précisément du département du Var pour parler d'une application qui s'appelle Déclic Jeunes 83 et qui centralise toutes les informations susceptibles d'aider les jeunes du département dans leur parcours de vie, de faciliter leur insertion sociale et professionnelle et de rompre leur isolement, notamment en milieu rural. La démonstration de cette application en images. Donc l'application Déclic Jeunes a été créée dans le Var pour les Varois. Elle est téléchargeable sur Play Store, Apple Store. Et après, dedans, on y trouve toutes les informations qui vont permettre aux jeunes de mieux s'orienter dans son parcours et de pouvoir être aidé à tout moment quand il a une difficulté ou pas. Ça peut être juste une demande de renseignement. Donc on peut trouver des informations sur l'orientation, parce que pour nous, c'est le point d'achoppement. Le parcours démarre bien quand on sait où on va et qu'on arrive à se projeter. Sur le logement, sur la mobilité, on a un gros problème de mobilité dans le Var. Sur tout ce qui est aussi dispositif d'engagement, parce que ça permet de gagner en autonomie et de développer des compétences qui seront remobilisables dans la vie professionnelle. Et puis après, toutes les aides possibles, effectivement, dans tous ces champs-là. L'application Déclic Jeunes a plusieurs particularités dans son développement. On a beaucoup investi sur la partie chatbot, un chatbot qui permet de répondre aux questions des jeunes. Et particularité, un chatbot qui va apprendre des différentes questions qui lui sont posées pour être de plus en plus pertinent et efficient dans la qualité de ses réponses. L'application peut être déployée sur d'autres territoires. On a d'ailleurs été sollicité par d'autres territoires parce qu'ils trouvaient le produit ergonomique, attractif par rapport aux cibles des jeunes. Et donc sans faire la même chose tout à fait, voilà, ils voulaient s'inspirer de la démarche pour pouvoir le mettre en place dans leur territoire. Du Var à la préfecture de police de Paris et on va retrouver Anne Souvira. Bonjour Anne, je vais vous inviter à prendre le micro. Vous êtes commissaire divisionnaire chargé de mission cybercriminalité à la DILT, c'est la direction de l'innovation, de la logistique et des technologies de la préfecture de police. Alors vous avez développé, Anne, un outil qui est capable de détecter un logiciel espion sur les smartphones, c'est bien ça ? Bon, quand vous dites vous, je n'y suis absolument pour rien. C'est un vous global à la préfecture. C'est un vous. D'abord, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire qu'une personne de l'ANSSI a développé un logiciel en open source. Et cette personne, M. Félix Aimé, l'a ensuite a continué son développement avec l'entreprise Kaspersky et nous avons pu faire un groupe de travail pour voir avec les magistrats, avec les associations comme le Centre Hubertine Auclair, de voir quelle serait la possibilité de faire une prestation de service pour les femmes ou les personnes victimes de violences. Donc, ce logiciel espion qui est supposé être dans notre téléphone, eh bien, il faut pouvoir le détecter.
Et donc, parce que c'est une réalité que dans un certain nombre de conflits, et notamment de conflits conjugaux et de cas de violence, il y a des individus, des hommes, des femmes qui peuvent être tentés de mettre des logiciels espions dans les téléphones portables de leur conjoint, de leur compagnon ou de leur... C'est ça ? Oui, alors en France, moins qu'ailleurs, bien qu'on pense que c'est plutôt un chiffre noir et que les femmes ne pensent pas que ce qui leur paraît bizarre peut provenir de quelque chose qui l'est moins, c'est-à-dire qu'elles sont effectivement suivies, géolocalisées dans leur téléphone. Et c'est pour ça qu'on s'est penché sur cette question avec toutes les associations et le parquet de Paris d'ailleurs, et la Cour d'appel de Paris également, pour essayer d'anticiper d'ailleurs cette arrivée, puisque le recours au logiciel espion, bien que ce soit interdit, est malheureusement chose plus courante dans d'autres pays. Donc c'est un outil qui va être mis à disposition et qui pourra être mis à disposition des policiers et policières de la préfecture de police dans les commissariats. Comment est-ce que ça va se déployer ? Alors pour l'instant, on n'est pas encore du tout au déploiement, hein. Mais dans l'idée du déploiement, une fois qu'on aura consolidé le logiciel, parce qu'il y a toujours des problèmes de mise à jour, des problèmes techniques, on va devoir faire pas mal de laboratoires, peut-être même un hackathon encore sur le sujet, avec tous nos collègues du UMI, qui seront les bienvenus d'ailleurs à ce hackathon. Eh bien, on paye un petit dispositif technique qui contient le logiciel. Il suffit de le relier au téléphone, au smartphone bien sûr, de la personne à qui on le propose comme un service, besoin d'un clavier, d'un écran, et puis je dirais le tour est joué pour aller vite, mais le logiciel va tourner un petit peu, ce qui va laisser du temps d'ailleurs aux fonctionnaires qui accueillent la personne de pouvoir faire la petite enquête de personnalité qui est nécessaire sur les victimes, obligatoire d'ailleurs, et de parler avec la victime pour la mettre en confiance. Mais j'insiste sur le fait que c'est une proposition. Oui. Il y a un consentement, bien sûr, de la personne, parce que finalement, comme je le disais tout à l'heure, elle n'y a peut-être pas pensé tout simplement. Mais c'est une réalité qui s'imposera peut-être de plus en plus, évidemment. Évidemment que ça pose la question juridique et vous l'avez évoqué. C'est la raison pour laquelle le parquet a été totalement intégré. L'idée, c'est aussi, dans un certain nombre de cas, d'intégrer cette démarche dans la procédure aussi. Alors, soit la personne ne veut pas déposer plainte, mais en droit, j'allais dire, la plainte n'est pas nécessaire à l'action. Donc, on avisera le parquet si, bien sûr, on trouve ce logiciel espion pour pouvoir initier une enquête. Mais il faut bien se rendre compte qu'on ne va pas pour autant garder le téléphone de la personne et elle rentre à la maison sans. Parce que là, ça serait déjà dévoiler une affaire qui pourrait lui porter préjudice parce qu'on ne sait pas qui est l'auteur. Donc, juridiquement, bien, ça sera intégré en procédure. Si on lance une affaire, on peut soit complètement copier le smartphone et les éléments qu'il y a dedans pour pouvoir tranquillement faire l'enquête pendant que la personne rentre avec son téléphone, mais au moins, elle sait, elle va pouvoir adapter son comportement pour éviter qu'elle ait des ennuis le temps de la procédure. Parce que il faut bien comprendre que ce qu'on voit dans le smartphone de la victime, on ne va pas le voir dans le smartphone du mis en cause sous la forme d'un logiciel espion qui va directement. Non, on passe par des sites Internet et puis on gère d'après le site Internet le logiciel espion qui est dans le smartphone. Ce qui fait que dans une enquête, il va falloir, si on a le smartphone de suspect, au pluriel, puisque ce n'est pas forcément la personne qu'on croit d'ailleurs, et c'est bien souvent pas le cas, eh bien, c'est plus les connexions vers les sites qui vont nous amener à la bonne personne. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au-delà des preuves que ça peut apporter, d'un certain nombre de faits, c'est aussi permettre à la personne qui en est victime, comme vous le disiez, d'adapter son comportement et peut-être en sachant qu'elle est espionnée, qu'elle est suivie, d'éviter de se mettre encore en plus grand risque dans un certain nombre de situations. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, elle sait que ce n'est pas la peine qu'elle raconte qu'elle va chez sa mère alors qu'elle va ailleurs. Donc elle va vraiment chez sa mère et puis ou alors elle perd son téléphone ou enfin bon, elle peut adapter complètement son comportement.
Alors, on est effectivement loin du déploiement et à la fois pas si loin parce que ça peut aller très vite, évidemment, puisque le sujet de la lutte contre les violences, et notamment les violences conjugales, vous le savez, est aussi une priorité du ministère de l'Intérieur. Alors, c'est un outil pour les victimes, un outil de plus, mais pour les policiers, pour les agents de la préfecture de police et peut-être demain tous ceux du ministère que vous évoquiez tout à l'heure, mais c'est aussi un outil de plus. C'est un outil de plus dans la mesure où, dès le départ, on va pouvoir avoir déjà une idée de... Si la personne vient en disant « je le suspecte », mais elle ne sait pas forcément qu'on a cet outil à disposition, eh bien, ça va la rassurer, ça va faciliter les choses déjà, surtout si on discrimine le fait qu'il n'y a pas de logiciel espion. Bon, ça va permettre peut-être d'avoir un petit peu de temps, de rassurer la victime, mais c'est un outil, j'allais dire, de formation aussi, parce que ça peut montrer à des fonctionnaires qui ne sont pas confrontés forcément à ce genre de choses dans leur vie encore personnelle, que ça existe. Et donc, il faut bien le traiter. Et on suivra bien évidemment le déploiement et les étapes de déploiement de ce logiciel, enfin de cet outil qui permet de détecter les logiciels espions. Cet outil qui n'a pas forcément encore de nom bien, mais de façon... Non, mais on en trouvera bien un et on partagera volontiers avec nos collègues gendarmes, enfin évidemment, tout le parce que ministère je pense de l'Intérieur sur toute la France. Voilà. Merci beaucoup Anne d'être venue sur ce plateau. On va prendre la direction des Pays de la Loire avec Anne-Laure Guillerme qui nous a rejoint sur ce plateau, qui est chargée de mission innovation publique, santé et culture auprès du SGAR des Pays de la Loire. Et vous allez nous parler d'un laboratoire d'idées que vous avez, qui a été mis en place, que vous avez mis en place. Alors c'est quoi ce laboratoire d'idées, Anne-Laure ? Alors Étaline, c'est le laboratoire d'innovation publique des services de l'État en région Pays de la Loire, qui est porté par le préfet de région et les services du préfet de région en Pays de la Loire. Alors État, apostrophe, LIN, laboratoire d'innovation numérique. Au départ, c'était numérique et on a englobé les enjeux de transformation publique bien au-delà des enjeux du numérique. Alors son objectif, très clairement ? L'objectif d'Étaline, c'est donc d'accompagner les services de l'État en région à relever les défis de la transformation publique. Donc que ça soit sur les 3 axes que sont la transformation numérique, la transformation managériale et la transformation des méthodes. Donc des méthodes de coproduire l'action publique en incluant au sens large les agents publics et les usagers. Et donc on a une équipe, une petite équipe d'une dizaine de personnes. Bien sûr, on n'est pas tous à temps plein sur ces fonctions, mais qui vont des compétences de data, de transformation numérique, aux enjeux de formation innovante, en passant par des designers qu'on a pu intégrer au sein du lab et mettre à disposition de l'État. Alors quelques exemples concrets à nous donner des projets sur lesquels vous travaillez ? Oui, donc si on parle du design et comment on a mis les compétences de nos designers, donc on a 4 designers, dont 2 apprentis, au sein de l'amélioration des politiques publiques. Donc on a pu accompagner les réflexions sur les aménagements d'espaces, des espaces accueillant les usagers des services publics, par exemple à la préfecture en Loire-Atlantique, où on a pu, en prenant en compte le parcours des usagers, le travail réalisé par les agents, on a pu proposer une nouvelle signalétique inclusive avec un parcours, un fléchage, des traductions en anglais, en arabe, un QR code pour les personnes malvoyantes et du braille. Donc c'est un exemple sur les aménagements d'espace. Très concrète. Voilà, très concret, un exemple qu'on est en train justement vu qu'on a fait la preuve du concept, qu'on est en train de répliquer, par exemple au commissariat à Nantes ou à la trésorerie, en prenant en compte toujours par une phase évidemment d'immersion et de terrain, les problématiques concrètes rencontrées par les usagers pour améliorer avec eux les solutions, qu'elles soient une signalétique ou un nouveau produit ou un nouveau service. Voilà. Parce qu'évidemment, et c'est ce qui aussi nous rassemble tous aussi, ici, c'est l'usager et qui est au centre de nos attentions et aussi des processus d'amélioration. Alors, ces projets, vous l'avez dit, ont abouti. Comment est-ce que vous les sélectionnez ? On a une démarche générale et régionale de transformation publique qu'on a formalisée au sein d'une feuille de route
qu'on a appelé CAP 2030 pour construire l'administration des Pays de la Loire de 2030. Et donc, on décline cette feuille de route selon les 3 axes que j'ai précités, donc le numérique, le managérial et le méthodologique. Et ensuite, on sélectionne les projets tant qu'ils rentrent dans ces 3 axes. Soit on internalise l'accompagnement de projet, comme je vous dis, on a une équipe hétérogène, ou soit on externalise, mais il y a toujours un suivi de quelqu'un d'entre nous pour s'assurer qu'en tout cas que la qualité du service est rendue et qu'on peut le répliquer par la suite. C'est quoi la méthodologie design ? Alors, je ne suis pas designer, donc mes collègues en parleront mieux que moi. Le design, c'est une méthodologie de résolution des problèmes qui est centrée sur l'utilisateur au sens large. Donc, pour nous, l'utilisateur, c'est à la fois l'agent public, mais aussi l'usager, le citoyen qui se rend dans un service public. Et donc, classiquement, le design comporte 5 grandes étapes. Donc, il y a toujours une phase d'immersion où les designers vont sur le terrain, vont rencontrer les usagers, vont rencontrer les agents, essayent de voir les parcours, les irritants. Et ensuite, on a une phase de co-création. Donc, en fait, c'est souvent des ateliers collaboratifs où on met vraiment ce qui est important, on met toutes les parties prenantes d'un sujet, pas que les agents ou pas que les usagers. Ensuite, on a une phase de ce qu'on appelle du prototypage. Donc, c'est des solutions physiques ou numériques qu'on fait très rapidement et avec un faible coût souvent et qu'on teste tout de suite en fait auprès de nos usagers, qu'ils soient agents publics ou usagers du service public. Et donc nous, on a aussi une phase d'évaluation derrière pour s'assurer d'améliorer le service en continu en fait. Voilà, très schématiquement, et les designers mais bien expliqué. Merci beaucoup Anne-Laure Guillerme d'être venue témoigner. Alors, Étaline, pour ce laboratoire dans les Pays de la Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes, ce laboratoire d'innovation territoriale, il s'appelle Archipel. Bonjour Christelle Ambrosic. Bonjour. Vous êtes directrice du service modernisation et coordination régionale, chef justement de ce chef de projet du laboratoire d'innovation territoriale Archipel. Et vous travaillez sur une nouvelle méthode pour améliorer la performance des services, c'est la formation action. Oui. Qu'est-ce que c'est que la formation action ? Alors la formation action, elle s'inscrit dans ce concept plus large de la facilitation. La facilitation, c'est un des leviers qui est très efficace pour renouveler les modalités de travail et développer les politiques publiques. Et c'est en ce sens que la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes en 2016 a créé le laboratoire. Et depuis 2016, le laboratoire s'inscrit dans des ateliers de co-conception, justement, en intégrant toutes les parties prenantes d'une problématique comme la stratégie OER-Sol ou encore la lutte contre la pauvreté, l'accueil des étrangers dans une préfecture, etc. Et cette facilitation a fait ses preuves et le laboratoire a décidé d'aller plus loin en mettant en place, en proposant des formations actions qui, elles, sont plutôt là pour dépasser le cadre théorique et vraiment se confronter aux réalités du terrain. Et en fait, c'est de former des agents qui ont eux-mêmes un projet en lien avec le citoyen et en apprenant, ils gèrent leur projet. La facilitation citoyenne ? Oui. C'est ça ? C'est ça. Là, actuellement, on a monté une formation action sur la participation citoyenne, où là, l'objectif, c'est justement de faire participer l'agent public pour mieux agir auprès de l'usager et de leur faire acquérir de nouvelles compétences sur ce sujet-là. Du coup, ils peuvent s'acculturer à la question de la participation citoyenne, se constituer un répertoire d'outils, un réseau également, et ils réalisent des projets sur le terrain. Alors ces projets, justement, quels sont-ils et sur quels projets ont-ils travaillé, tous ces participants ? Alors ils étaient 12 participants sur cette session. Donc c'est une session qui se réalise sur 5 jours, sur plusieurs mois. Là, nous en sommes à la 4e journée. La prochaine a lieu au mois de décembre. Ils ont chacun proposé un projet et les critères pour les retenir étaient qu'il y ait au moins un événement clé pendant la formation pour que ce soit vraiment une expérimentation action, justement. Et on a souhaité aussi qu'il y ait un projet État et un projet collectivité territoriale, puisqu'il y avait dans notre formation action autant d'agents publics État que territorial. Donc les 2 projets qui ont été retenus
par les participants eux-mêmes. Il y a donc un projet État qui est, alors je vais vous lire l'acronyme, c'est le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport de l'Ardèche, qui souhaite travailler avec les usagers des associations pour rapprocher les critères qui permettent d'attribuer le fonds d'aide aux associations. Et pour les collectivités, c'est la ville de Lyon, Lyon 8e, qui veut réaménager une voie piétonne devant une école. Et donc l'objectif, c'est de vraiment mettre autour de la table et de participer, de concerter avec les usagers de l'école, évidemment, les habitants du quartier, etc. Alors cette méthode, elle fonctionne, et vous l'avez dit. Pour quelles raisons vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres services et d'autres agents? Vous considérez qu'elle est réplicable? Elle est complètement réplicable dans le sens où, alors déjà, là, on a pu retenir seulement 12 participants puisqu'on fait des sessions de 12, sinon c'est ingérable. Mais j'ai au moins une vingtaine de demandes avec donc de participants avec autant de projets derrière, dont notamment le rectorat de Lyon qui souhaiterait travailler sur l'accueil à l'école des personnes porteurs de handicap. Donc voilà, c'est réplicable et les agents sont très avenants sur cette formation et je pense qu'en 2022, nous allons en proposer d'autres. Merci beaucoup, Christelle Ambrozic, de nous avoir parlé de cette méthode formation-action dont vous parlez évidemment avec beaucoup de passion et d'enthousiasme. On va, et on le disait tout à l'heure, ce qui nous réunit tous, c'est le service de l'usager, l'innovation au service de l'expérience usagée, également pour évidemment les usagers étrangers qu'il faut aider dans leur démarche. Et nous allons découvrir maintenant une application mobile. On parlait tout à l'heure d'applications. C'est souvent des applications qui sont représentées aussi ici lors de ce mois de l'innovation. Application qui a été inventée par le SGAR de Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui va apporter aux demandeurs d'asile et réfugiés du Var une information immédiate et individualisée. Elle est disponible et téléchargeable sur les stores, sur iOS et Android. Découvrons comment cet outil restitue simplement ce qui est particulièrement complexe. Findaway, c'est une application mobile qui est téléchargeable sur tous les stores iOS et Android et qui permet aux demandeurs d'asile dans un premier temps, puis lorsqu'ils obtiennent leur statut de réfugié dans un deuxième temps, d'accéder à une information individualisée et contextualisée au département du Var sur tous les services qui s'offrent à eux. On a des informations de type outils de guidance sur sa démarche d'asile, des informations relatives à l'hébergement dans le département pour les demandeurs d'asile, des informations relatives aux besoins courants de la vie quotidienne pour une personne demandeuse d'asile, aux recours en matière de santé, aux ressources et aux aides dont on peut disposer quand on est demandeur d'asile et un accès direct également aux outils de géolocalisation des associations. Et le préfet du Var, d'ailleurs, a souhaité aussi, et c'est tout à fait normal, on voit aussi la dimension de devoir. C'est-à-dire que la personne qui arrive en France, qui utilise cette application, pourra voir très rapidement quels sont ses droits, ses accompagnements possibles, mais aussi les devoirs républicains qui sont les siens lorsqu'il est sur le territoire national. L'asile, c'est un domaine où on est en plein développement de l'outillage national. Et ma grande fierté, c'est aussi d'avoir réussi à développer cet outil dans un contexte Covid qui ne nous a vraiment pas facilité la tâche. Et voici maintenant une autre innovation que le préfet Lépine n'aurait pas reniée. Lépine, justement pour lien entre la préfecture et les individus par le numérique. C'est justement le nom que la préfecture de police de Paris a donné à son chatbot. Alors vous le savez très bien ce que c'est qu'un chatbot. En français, on dirait plutôt un robot conversationnel. Il a été développé pour informer directement les usagers étrangers parisiens sur les questions relatives au titre de séjour et à l'accès à la nationalité française. C'est un outil évidemment innovant, unique en son genre et il répond ainsi à une centaine de questions qui sont les plus souvent posées en la matière. Les explications avec Julien Marion, préfet délégué à l'immigration auprès du préfet de police.
Un chatbot, c'est un robot qui interagit avec l'usager et qui est accessible depuis le site internet. Aujourd'hui, en 2021, un usager qui a besoin d'une information, il doit pouvoir avoir accès à cette information autrement qu'en faisant une demi-journée de queue pour espérer accéder à un guichet. Le chatbot, il permet de répondre à ça. Il permet à l'usager étranger à Paris d'avoir accès très facilement, en quelques clics, aux principales questions qui se posent et qui concernent la situation en matière de titre de séjour, en matière d'accès à la nationalité française. C'est ça le chatbot. C'est un outil vraiment innovant. Il n'y a aucune autre préfecture qui est dotée d'un outil de ce type, en particulier à destination du public étranger. Et dans ce chatbot, on trouvera, en tout cas dans sa version de départ, la réponse à une centaine de questions qui sont les questions les plus fréquemment posées par les usagers étrangers. Le public qui est visé par cet outil innovant, c'est le public des résidents étrangers à Paris qui ont un titre de séjour, ou qui veulent avoir un titre de séjour, ou bien qui veulent accéder à la nationalité française. Et donc, l'usager va être invité à dialoguer avec ce chatbot en lui posant des questions très simples. Le chatbot va soit apporter directement la réponse à la question, soit orienter l'usager vers les sites publics d'information où il pourra trouver la réponse à ces questions. A contrario, le chatbot ne renseignera pas l'usager sur sa situation individuelle. L'usager, par exemple, qui a déposé une demande de titre de séjour, ne pourra pas savoir, grâce au chatbot, où en est sa demande, pour des raisons évidentes de sécurité. Le chatbot, il délivre donc de l'information générique et pas de l'information individuelle. C'est le fruit d'une idée que nous avons eue après la crise du Covid, dans la volonté de faciliter nos relations avec les usagers. Et donc ce sont les équipes de la délégation à l'immigration qui ont conçu ce projet, alors pas toutes seules. C'est 9 mois de travail, une équipe de 20 personnes en mode projet, une démarche partenariale qui repose sur l'expérience des agents qui sont tous les jours au contact des usagers et qui répondent tous les jours à leurs questions. Voilà pour l'épine, ce chatbot, ce robot conversationnel. J'ai le plaisir d'accueillir Joël Valmin, qui est conseiller technique auprès de la déléguée interministérielle à la sécurité routière. Alors, on parle beaucoup et de plus en plus de véhicules autonomes. Joël, c'était de la science-fiction il y a encore quelques années et aujourd'hui c'est une réalité, même si elle n'est pas encore, et loin de là, généralisée, mais c'est une réalité sur laquelle il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui travaillent. Au-delà justement des aspects techniques, la France a été la première à se doter d'un cadre réglementaire justement pour faire face à l'arrivée de ces véhicules autonomes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Joël ? Oui, tout à fait. Alors, science-fiction ou réalité, souvent on a tendance à dire véhicule autonome, ce sont deux mots en fait qui génèrent soit des rêves, beaucoup de rêves, je suis dans ma voiture, j'ai plus besoin de conduire, elle se déplace toute seule en toute sécurité, c'est formidable, ou trop de peur, parce que jamais je ne laisserai ma voiture faire ça toute seule, je suis bien plus habile que ma voiture pour le faire. Donc la réalité se situe en fait entre les deux. Et ce qu'il faut juste savoir, c'est que tous les constructeurs automobiles dans le monde entier, sans aucune exception, travaillent exclusivement, et quasi exclusivement maintenant, dans le domaine du véhicule autonome et connecté, indépendamment du fait de l'utilisation de meilleurs carburants. Ça, c'est une autre question. On pense que le véhicule autonome, on le verra. Alors les constructeurs disaient il y a 5 ans, vous verrez ça en 2020. On ne l'a pas vu. Par contre, là, maintenant, on sait que c'est plutôt en termes de décennies, donc 2040-2050, pour un véritable véhicule autonome qui pourra rouler en toutes circonstances, sur tous les types de routes. Oui, c'est peut-être à cette échéance-là. Et entre-temps, nos véhicules seront de plus en plus équipés de systèmes automatisés, petit à petit. D'aide à la conduite qui sont quelquefois... Alors justement, non. Alors non, j'ai fait une erreur. Oui, absolument. Je fais une erreur. Ben, c'est bien justement parce que je pense que je ne suis pas le seul à faire cette erreur. Pas d'aide à la conduite, mais d'autonomie de conduite. Absolument. Une aide à la conduite, même très très sophistiquée, nécessite l'intervention constante du conducteur. Et le conducteur restera responsable pénalement quand il utilisera des aides à la conduite. Alors, sans citer des marques, mais il y en a une qui utilise des aides à la conduite très très sophistiquées, qui font penser qu'on est en pilote automatique, mais on n'est pas en pilote automatique. Et ça, c'est assez dangereux. En revanche, un système
automatisé de conduite fonctionnera clairement de la manière suivante. Il prendra en charge la circulation du véhicule, déplacement longitudinal, latéral, surveillance de l'environnement, etc., respect des règles. Et par contre, à un moment donné, il va dire, voilà, moi je ne suis plus dans mon domaine d'emploi, et il va avertir le conducteur par des systèmes visuels, sonores, peut-être en faisant vibrer le siège s'il ne réagit pas assez vite, pour lui dire il faut reprendre la main. Mais pendant tout le temps où il sera actionné, le conducteur est déchargé de toute responsabilité pénale. Et c'est pour ça que la réglementation que vous avez citée, je voudrais quand même la reprendre, elle a été publiée au 1er juillet de cette année, et c'est très important parce qu'en fait, on a mis en place la possibilité pour les véhicules automatisés, donc, puis ensuite autonomes, de pouvoir circuler sur, tout le réseau routier, avec une responsabilité pénale qui est du conducteur quand il conduit, du système automatisé, donc du constructeur, quand c'est le système qui effectivement conduit le véhicule. Il y avait cette nécessité à le faire dès aujourd'hui ou est-ce qu'on est vraiment en avance de phase? Alors, on est en avance de phase. Pour une fois, l'administration est en avance sur l'industrie. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais c'est quand même un peu comme ça que ça se dit. Il y a 5 ans, les constructeurs nous disaient on est coincé, on ne peut pas avancer, on ne peut pas innover, la réglementation ne bouge pas et c'est pour ça qu'on ne peut pas avancer. Eh bien si, la réglementation, là, elle est ouverte maintenant et ils peuvent effectivement mettre sur la route des systèmes automatisés. La réglementation l'autorise depuis le 1er juillet 2021, mais je vous rassure, on ne les aura pas tout de suite. On a un seul système automatisé qui existe vraiment, qui est homologué. C'est ce qu'on appelle un système de maintien dans la voie automatique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un système qui fonctionne sur un réseau type autoroutier à une vitesse maximale de 60 à l'heure pour l'instant. Alors en anglais, on dirait un traffic jam chauffeur. Donc c'est la conduite en embouteillage avec des accélérations, des ralentissements, etc. Et ça, c'est très reposant pour le conducteur. En revanche, dès l'instant qu'on ne sera plus dans le domaine d'emploi qui est celui-là, si on passe à une route à double sens, si on passe à une vitesse supérieure, à ce moment-là, le système dira au conducteur « reprends la main, maintenant c'est toi qui dois conduire ». Ça concerne, alors, vous parliez du conducteur, mais le transport de personnes, le transport de marchandises également? Alors, ça concerne... Transport de personnes surtout? Transport de personnes surtout pour l'instant. Alors, le terme exact, c'est des systèmes de transport routier automatisés. Je vais plutôt parler de navettes autonomes parce que tout le monde va s'y retrouver un petit peu. Et pour l'instant, ce sont des navettes autonomes qui font le dernier kilomètre ou le dernier mile, les 2 derniers kilomètres à peu près. Alors c'est un système, ce n'est pas un véhicule. Et c'est la différence avec le véhicule individuel. C'est un système parce que c'est à la fois un véhicule, c'est un parcours défini. Il va rouler dans une rue et pas dans l'autre. Donc c'est un parcours défini du début à la fin, avec des ralentissements bien prévus, avec des passages d'intersection bien prévus. Et s'il y a un imprévu, il faudra qu'il y ait une supervision pour ensuite prendre des décisions au bon moment. Donc on en est là pour l'instant. Ces systèmes vont commencer à réellement, je dirais, circuler plus à titre expérimental, mais de manière pérenne, à partir de septembre de l'année prochaine, septembre 2022 à peu près. Mais pour nous, circulation, c'est prévu. La réglementation est ouverte. S'ils veulent, ils peuvent le faire. Alors vous disiez, on est en avance sur l'industrie, mais est-ce qu'on est en avance sur d'autres institutions en Europe et nos partenaires d'autres pays? J'ai envie de dire que oui. Alors c'est pas un grand satisfecit et bravo le ministère de l'Intérieur, mais quand même ça fait du bien aussi. Ça fait du bien aussi de temps en temps. Je vais citer la délégation de la sécurité routière parce que c'est nous qui intervenons au nom du ministère de l'Intérieur dans le Forum mondial pour la sécurité routière de l'ONU. C'est là où on définit les conventions internationales sur la circulation qui sont la base de tous les codes de la route qui existent dans le monde. Et si on veut modifier le code de la route français, il faut modifier une convention internationale. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous s'y sont frottés. Moi, je m'y suis frotté. Ça prend du temps. Il faut convaincre 60 homologues des pays développés qui ont aussi des contraintes par rapport à des constructeurs automobiles. Il y a l'économie derrière, il y a beaucoup de choses. Et bref, on a pu faire évoluer la dernière convention internationale sur la circulation routière au mois de septembre 2020. Et donc, les possibilités de remplacer un conducteur, si j'ose dire juridiquement, par un système automatisé de conduite, eh bien, ceci a été fait en septembre 2020 avec une mise en œuvre 15 juillet 2022, parce que chacun sait que les procédures onusiennes, ce n'est pas du jour au lendemain. Une fois qu'on a décidé que c'est bon, il faut encore 1 an et demi pour que ça puisse être réellement mis en œuvre. Mais on aura la base pour cela. Et je termine quand même avec un point qui est important. On a un certain nombre de pays qui sont avec une ancienne convention de Genève qui date de Mathusalem, 70, 72 ans à peu près, 1949. Et ces pays qui sont les États-Unis, le Canada, le Japon, la Corée,
Je prends cela parce que l'Espagne, je prends cela parce que ce sont des pays avec des constructeurs automobiles, aiment bien cette vieille convention qui ne dit pas grand-chose, qui dit rouler prudemment. L'autre, elle dit des choses plus précises. Et donc, au niveau de l'ONU, il y a un travail que, de nouveau, la délégation à la sécurité routière du ministère de l'Intérieur va manager, c'est-à-dire faire en sorte que une nouvelle convention sur le véhicule autonome soit adoptée. Convention de Paris, de Tokyo, de je ne sais quoi, on verra. Pourquoi pas de Paris après tout, hein, on pourrait essayer. Les premières conventions internationales étaient de Paris. Donc, pourquoi pas, on pourrait retrouver cela. Et elles s'appliqueront aux pays de l'ancienne et de la nouvelle convention. Donc une harmonisation, et ça évitera peut-être certaines concurrences parfois, je ne vais pas employer le mot déloyal parce que c'est toujours un terme un peu péjoratif, mais des concurrences pas toujours très honnêtes. Et pourquoi pas signer cette nouvelle convention de Paris dans un véhicule autonome dans quelques années. Voilà. Surtout que quand le système automatisé de conduite sera en route, on pourra faire autre chose. Eh ben tout ce qui sera considéré comme distraction, pas tout à fait tout, ça dépendra du niveau d'automatisation. Mais dans des niveaux d'automatisation proches de l'autonomie, les Suédois pensent déjà à faire en sorte que les gens aient le droit de dormir. Ben nous, on ne dormira pas, on viendra faire une émission sur le mois de l'innovation. On ira l'enregistrer dans un système... je suis tout à fait sûr de ne pas pouvoir y participer parce que je vous ai parlé de décennies pour le vrai véhicule autonome, à moins que je sois le cobaye. On retient la proposition. C'est pour être le cobaye, pourquoi pas. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, Joël Valmin. On va se retrouver dans quelques instants. On parlera bien évidemment toujours d'innovation, mais plus particulièrement celle qui concerne la vie quotidienne des personnels du ministère de l'Intérieur. À tout de suite. Retour sur ce plateau de l'émission consacrée au mois de l'innovation publique. Retour sur le plateau et j'allais dire retour aussi au nid, puisqu'on va parler du nid. Alors qu'est-ce que c'est que le nid ? Eh bien, Jocelyn Vier, vous êtes de la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne. Qu'est-ce que le nid ? C'est un acronyme qui veut dire noyau d'innovation digitale. Oui, il nous fallait un nom de projet parce que c'est un peu emblématique, un projet, donc il faut un nom un peu évocateur. Alors, on a pris ce nom-là parce qu'effectivement, on a vécu tous une période, et on vit encore une période compliquée à cause du Covid. Et paradoxalement, dans la DDT, c'est un service qui travaille sur les questions d'aménagement des territoires, largement, mais pas que. Logement, agriculture, environnement, urbanisme. On a beaucoup travaillé en mode digital et on s'est dit, finalement, il y a là une source de progrès à la fois dans notre relation avec nos partenaires du territoire et puis même en interne dans notre propre fonctionnement. C'est ça, c'est la double particularité, c'est qu'effectivement, c'est pour les usagers. Alors ça peut être évidemment les collectivités locales, mais aussi des agents. On a réfléchi aussi en termes d'amélioration pour les personnels. C'est ça, en fait... on a mis en place une équipe projet qui a travaillé sur 5 objectifs, 5 cibles ou 5 personas, c'est selon. D'abord, un élu qui a besoin de porter un projet politique et qui a besoin de l'expliquer à ses habitants. Ensuite, un technicien qui a besoin de convaincre un élu, de lui expliquer ce qu'on peut pas faire. Et puis, on a travaillé aussi vis-à-vis de l'usager. Parce qu'on cherche toujours à améliorer notre image auprès du citoyen lambda qui saisit la DDT pour ses démarches administratives. Et en même temps, on s'est dit, c'est quand même dommage parce qu'il y a des objectifs qui se recoupent sans doute. L'usager, c'est aussi la question de l'agent qui va servir cet usager-là. Donc, comment on va intégrer l'agent dans la démarche ? 2 types d'agents. L'agent qui est là depuis longtemps, qui a des pratiques, qui a des habitudes et qui peut-être peut voir les choses un peu différemment, mais il va falloir qu'on le convainque. Donc, c'est un public particulier. Et puis, peut-être l'agent qui vient d'arriver, qui est relativement intéressé à faire des choses nouvelles, qui peut-être l'a vu ailleurs, quelque chose qu'on pourrait proposer et faire chez nous. Et puis donc, on s'est attaché à définir finalement ce que pourrait avoir comme intérêt dans ce projet nid, ces 5 types de publics-là, essayer de répondre à des problématiques qui correspondent à ces 5 types de publics. Alors c'est une plateforme, comment est-ce que ça fonctionne concrètement ? Alors en fait, le projet nid, c'est plutôt un écosystème, je dirais, pour faire court. Donc il y a à la fois un travail sur les compétences et même les talents, parce qu'on n'est pas tous qu'un occupant d'une fiche de poste. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait avant ? Qu'est-ce qu'on sait faire par ailleurs ? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est qui sommes-nous ? Comment nous identifions-nous ? Et en particulier, sur quel projet travaillons-nous ?
On a tous parcouru des organigrammes. C'est pas évident de savoir ce qui est derrière l'organigramme et derrière le poste. Voilà, ça c'est aussi pour répondre à la problématique de l'usager, qui cherche à savoir qui va lui répondre sur sa problématique toute bête. Donc ça, c'est 2 sujets qui ont été rajoutés dans le cadre de la discussion avec l'équipe projet, qui n'étaient pas d'origine dans le projet. Enfin, il y a un sujet qui va porter aux questions de l'amélioration de la relation à l'usager. Alors nous, on a vu des projets de chatbot, c'est un peu ambitieux pour nous, on ne pouvait pas tout embrasser. On part plutôt sur les systèmes de didacticiel pour expliquer comment remplir mieux un dossier, par quel biais passer, quel est le bon chemin, quels sont les délais, des choses comme ça. Un peu plus facile à faire peut-être que le chatbot. Et puis, on a vu aussi pendant la période Covid que pour travailler avec les territoires, paradoxalement, certains ont apprécié parce qu'on a été obligé de discuter avec eux différemment. On s'est mis à organiser des webinaires, ce qui est un peu nouveau, et à atteindre des participations qu'on n'avait jamais connues à nos séances de travail. Et donc on s'est dit, comment c'était un peu forcé aussi. C'est ça. C'était un peu forcé, mais on peut comprendre que chez nous, le fin fond du commun, c'est-à-dire en gros les Pyrénées, quand c'est à 1 heure de Toulouse, on peut comprendre que tout le monde n'a pas la disponibilité pour venir faire 1 heure de route pour aller participer à une séance de travail. Donc comment on rentre un peu plus au contact des territoires, par exemple sous ce format-là. Et puis enfin, il fallait aussi incarner une façon de travailler un peu différemment dans un lieu un peu totem, le fameux nid, donc une salle un peu de travail collaborative qui nous permet de travailler entre services et avec nos partenaires. Comment est-ce que ça a été accueilli? Alors, je suppose par les usagers partenaires, les collectivités par exemple, plutôt bien, par les agents de la DDT aussi? Alors, côté DDT, on a d'abord une impulsion côté direction, ça c'était nécessaire, une équipe projet de volontaires, c'est-à-dire des gens qui y croient. Ensuite, on a essayé d'établir une sorte de tâche d'huile en chercher des ambassadeurs, des gens qui seraient des promoteurs de la démarche et qui, dans leur service, auraient en quelque sorte à faire les premiers cas d'usage et proposer les usages. Et ensuite, on va aller chercher des sponsors, parmi la hiérarchie en particulier, pour aller essayer de pousser en quelque sorte aux usages et à voir les choses un peu différemment dans les services. Alors évidemment, tout le monde n'est pas forcément extrêmement moteur dans ces premières étapes parce que ça bouleverse un peu les pratiques. Tout le monde ne passe pas facilement sur un plateau télé. Tout le monde n'a pas forcément envie de changer sa façon de faire. Mais l'idée, c'est qu'on met en face d'une façon nouvelle de pratiquer un temps qu'on peut prendre pour faire autre chose, peut-être un peu moins de quantité, un peu plus de qualité, automatiser certaines tâches, mais passer plus de temps sur des dossiers complexes. Voilà en quelque sorte l'équilibre qu'on essaye d'établir. Comment le nid va-t-il grandir et c'est quoi les étapes prévues? Alors là, pour tout vous dire, nous sommes en pleine clôture comptable, donc la période du mois de novembre est en général très, très chaotique. Il faut dépenser les derniers crédits qu'on avait prévus pour ces sujets-là et mettre en place les moyens de nos ambitions. On a mis depuis le mois de septembre plusieurs formations en place parce qu'on investit dans l'humain. On a acheté du matériel, on est en train de l'installer, on est en train de régler des problèmes informatiques, le diable est dans les détails, donc ça nous occupe pas mal. La prochaine étape, c'est la finalisation des démonstrateurs, des petits cas d'usage, et puis ensuite on va basculer sur passer à l'échelle, c'est-à-dire déployer sur des sujets, je dirais, qui intéressent les différents services, sur lesquels on va faire du retour d'expérience, essayer d'aller chercher justement des thématiques un peu nouvelles qu'on n'osait pas trop investir. On travaille par exemple sur le contrôle de la légalité en urbanisme, c'est un peu une matière un peu aride, voilà, mais il y a des thématiques qui sont importantes pour les maires en particulier, qui ont besoin de ce genre de choses. Et puis on a un peu l'expérience d'aller un peu en tâche d'huile, parce qu'on avait déjà des initiatives notamment portées en interdépartemental sur les démarches drones. Et on voit bien que c'est au fur et à mesure qu'on crédibilise la démarche et qu'on fait petit à petit des émules. Bon retour à Toulouse. Merci. Puisque c'est là-bas que vous habitez, et que le nid est posé. Que le nid est posé, on avait vu avec cet accent chantant est toujours aussi agréable. Merci beaucoup et je pense qu'on aura à en reparler justement et à aller peut-être voir ce que le nid devient et je suis sûr que vous nous tiendrez au courant. Alors, vous disiez on est en pleine période de clôture budgétaire. Justement, les sous, on va en parler, parce que pour financer ces sujets, ces projets, eh bien, il y a aujourd'hui un fonds spécialement dédié à justement le fonds de développement. Alors on va en parler avec Frédéric Roussel, qui est le chef du bureau de la coordination de l'animation et de la modernisation des services, le BECAM, à la direction de la modernisation et de l'administration territoriale, l'ADEMAD. Voilà pour les acronymes. Alors,
les sous, c'est quand même, même s'il y a de l'énergie, même s'il y a les hommes, mais on a besoin aussi de sous pour faire prospérer ces projets. Qu'est-ce que c'est que ce fonds de modernisation de l'administration territoriale de l'État, le FMAT? Alors, FMATE. 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 C'est d'ailleurs son nouvel acronyme, puisqu'il a longtemps été, et depuis 2013, il a été le Fonds de modernisation des directions départementales interministérielles, à l'époque où les DDI étaient raccrochés au service du Premier ministre. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution de l'administration, en 2020, les directions départementales ont été raccrochées au ministère de l'Intérieur. À cette occasion-là, le fonds non seulement s'est transformé en s'ouvrant essentiellement à la possibilité qu'ont les préfectures ou qu'avaient les préfectures de candidater à ce fonds. Et puis, à partir de 2021, avec l'arrivée des nouvelles structures, secrétariats généraux communs départementaux, avec la disparition des DDCS et l'arrivée des DETS, Direction de l'emploi, du travail et de la solidarité, ou DETS-PP, avec la protection des populations, ce fonds, là aussi, s'est ouvert à de nouvelles structures. Et pour 2022, puisqu'on va parler d'argent et on va parler d'organisation, ce fonds a changé d'acronyme pour devenir le Fonds de modernisation de l'ATE, celui de l'administration territoriale de l'État. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Alors, ça fonctionne de manière collégiale. D'abord, c'est déterminé par un montant. Ce montant, il évolue. Il est passé, ou il passera pour l'année prochaine, de 600 000 à 1 million d'euros. Mais on a aussi une évolution dans les périmètres et puis dans les besoins. Ça permet déjà de faire beaucoup de choses sur certains projets. Ça permet de faire beaucoup de choses. Avec 600 000 euros l'an dernier, on a financé environ 50 projets pour un peu plus de 70 à 80 projets déposés. Ça fonctionne de manière collégiale. D'abord à l'interne du ministère de l'Intérieur, avec l'ensemble des directions d'administration centrale qui, à la fois, contribuent à la rédaction du cahier des charges et puis qui contribuent aussi, quand il s'agit d'analyser les projets, à la collégialité de l'analyse que l'on fait en fonction des expertises de la DNUM pour la fonction numérique, de la dimension plus ouverte avec la DEPAFI pour les questions qui seraient liées à l'innovation ou au développement durable. Tout doucement, voilà, ce fonds évolue et se joue en inter-institutionnel, d'abord à l'interne du ministère de l'Intérieur et puis avec les autres fonds contributeurs. Cette collégialité, elle est ouverte à la DGFP notamment, qui vient avec son fonds, et puis aux différents ministères qui eux-mêmes étaient ceux des contributeurs de l'administration territoriale de l'État. Je pense au ministère de la Transition écologique, le ministère de l'Agriculture, les ministères sociaux, les ministères financiers, puis le ministère de l'Intérieur, qui sont les 5 grands ministères de l'ATE. Avec, là encore, et on en parlait avec Jocelyn il y a quelques instants, un double objectif, c'est effectivement améliorer la relation à l'usager, mais aussi améliorer les conditions et la manière de travailler des personnels. Donc ce double objectif-là peut être concerné par ce fonds. Alors, c'est un fonds qui travaille à la fois sur les pratiques, et on peut aller sur les pratiques managériales à l'interne des services, et puis c'est un fonds qui peut être aussi qui est tourné vers l'extérieur, sur l'innovation vers l'extérieur. On en a vu sur le premier plateau, sur l'accueil des demandeurs d'asile, sur les pratiques vis-à-vis des usagers. C'est ce que vient d'évoquer notre collègue avec la direction départementale du 31. Vous avez d'autres exemples? Des exemples, on en a des quantités. C'est la force aussi de ce fonds, c'est-à-dire c'est un outil. Ce n'est pas une fin en soi. Donc, sa capacité, c'est de pouvoir être l'outil de la mutualisation, l'outil de l'observation de ce qui se passe sur les territoires. On accompagne le changement à travers notamment les nouvelles directions. Donc il y a des cabinets quelquefois qui viennent intervenir et accompagner les managers, les directeurs. On travaille sur la culture commune à l'interne des services, faire en sorte qu'on puisse aujourd'hui se dire qu'un service logement peut travailler avec un service qui travaille sur l'accès à l'emploi, se dire qu'à l'intérieur d'une direction des territoires sur la transition écologique, elle doit se faire à travers différents services.
Ça peut être des séminaires de cadre, ça peut être une organisation de gestion de crise, comment on la travaille à l'externe, comment on la travaille en interne. Voilà, ce sont autant d'exemples, ce sont autant d'outils, ce sont autant de mutualisations que l'on met en partage et que l'on porte à connaître à nos collègues dans les services. Un petit mot du calendrier pour conclure, Frédéric. Le dépôt des candidatures, le processus de sélection, les réponses. Voilà, alors l'instruction est partie. Elle est partie il y a une grosse semaine désormais. On attend désormais que les services travaillent à nous proposer des projets qui devront être rendus pour le 14 janvier. Voilà, avec un retour, en général une instruction qui se fait en 1 mois et demi pour un retour fin mars. Alors, un exemple, parce que vous parliez des exemples concrets, un exemple de projet financé par le FMATE, eh bien, c'est la charte du bien travailler ensemble. On va prendre la direction du département des Hauts-de-Seine. Alors, plus de papier dans le photocopieur, un ordinateur qui reste allumé toute la nuit, un collègue, et ça peut arriver, qui est un petit peu bruyant au téléphone, c'est ce qu'on appelle des irritants. Alors qu'ils soient relationnels, qu'ils soient organisationnels ou matériels, ce sont des irritants qui altèrent au quotidien la qualité de vie au travail. Alors pour surmonter ces situations quelquefois perturbantes, le Bureau des ressources humaines, le BRH de la préfecture des Hauts-de-Seine, a rédigé cette charte du BTE, du bien travailler ensemble, sous forme de commandement. Et pour la promouvoir au sein des services de la préfecture, elle a réalisé, vous allez le voir, un clip vidéo pour le moins original. À l'arrivée des collègues, du temps pour s'installer, je laisserai. Le haut-parleur, la porte fermée, j'utiliserai. Dans les couloirs à un volume sonore convenable, je parlerai. En cas d'absence imprévue, dès que possible, mes collègues je préviendrai. Dans le respect, et ce même en cas de conflit, avec mes collègues, j'échangerai. Avec attention et bienveillance, mes collègues en réunion, j'écouterai. Après de nombreuses impressions, du papier dans le copieur, je remettrai. En cas de dysfonctionnement du copieur, si je peux, la panne, je résoudrai, ou l'aide de mes collègues, je solliciterai. Le soir, en partant du bureau, ordinateur et lumière, j'éteindrai.
L'innovation au ministère de l'Intérieur, au niveau des ressources humaines, vous l'avez vu avec ce clip très sympa. L'innovation, c'est aussi des projets de développement durable. Et le ministère a lancé à ce sujet un incubateur qui s'appelle Symbiose, qui est maintenant à un petit peu plus de 6 mois. Bonjour Noémie Bernard, vous êtes la chef de la mission développement durable au sein de la DEPAFI. Qu'est-ce que c'est Symbiose ? Alors, Symbiose, c'est un incubateur de projets de transition écologique. Donc, l'idée, c'est de permettre à tout agent qui le souhaite de déposer une idée, de soulever une problématique qu'il rencontre dans son quotidien et de venir la proposer à la mission développement durable qui va choisir les initiatives qui semblent les plus pertinentes pour les incuber et trouver des solutions pertinentes à la problématique soulevée. Alors, pourquoi est-ce que vous avez lancé Symbiose ? Alors, on a un gros enjeu de mobilisation au ministère de l'Intérieur sur les questions de développement durable. On sait qu'on est dans un ministère où ce n'est pas forcément les questions prioritaires, ces questions de développement durable. Et malgré tout, on a un vivier d'agents très investis, très intéressés pour travailler sur ces problématiques de transition écologique. Donc, s'est présentée l'opportunité, et notamment avec l'arrivée de M. Albertini, le secrétaire général, de mettre en œuvre cet incubateur de projet. Alors, qui pouvait répondre à l'appel à idées, à l'appel à candidature, mais l'appel à idées, c'est aussi un joli nom. Et quel projet avez-vous retenu ? Alors, l'incubateur, il a été ouvert très très largement. C'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment d'inciter n'importe quel agent du ministère de l'Intérieur, quel que soit son grade, sa fonction ou sa structure de rattachement, à mettre en avant la problématique qu'il rencontrait dans son quotidien. On a reçu 120 candidatures pour cette première version de l'incubateur. Et on a fait une quarantaine d'entretiens téléphoniques avec les agents sur les projets qui nous paraissaient les plus pertinents pour en ressortir 10 qu'on a accompagnés pendant 8 semaines pour creuser leurs problématiques, pour se confronter aussi au terrain, pour aller rencontrer d'autres acteurs, voir d'autres enjeux et donc trouver des pistes de solutions face à cette problématique. Et ensuite ont été retenues 2 agentes qui seront incubés. Et quels projets vont donc être incubés ? Alors, les 2 projets qui ont été retenus dans le cadre de cet incubateur, avec un jury présidé par le secrétaire général et les directions générales qui étaient représentées, ce sont 2 agentes. Donc, une première qui a un projet de troc de vêtements d'effet police, gendarmerie, pour éviter de jeter des effets qui ne sont pas abîmés, qui n'ont pas été portés, voire qui sont complètement neufs. Donc ça, c'est le premier projet. Le second, c'est le recyclage des kwassa-kwassa. Donc, ce sont les barques issues de l'immigration à Mayotte, de voir comment est-ce qu'on les recycle sur cette île qui est un joyau en termes de biodiversité. Et donc, il faut protéger au maximum et éviter d'enfouir des barques en résine sur des espaces qui peuvent être protégés. Voilà, ces 2 qui seront incubés, comme vous dites, mais bien évidemment, Symbiose va vivre, et chaque année, vous allez continuer à lancer ces appels à idées. On espère. C'est un mouvement permanent, en fait. Oui. Alors là, la première version qu'on a lancée, alors évidemment, on s'est aperçu de plein de choses. On a été rencontrer d'autres incubateurs, dont Tech Me Up, donc, qui est porté par la direction du numérique, Betagouv, les laboratoires d'innovation d'Esgar. Et donc, on est parti avec un certain nombre déjà d'écueils à éviter. Mais on en a encore rencontré des nouveaux, forcément, puisque c'était la première fois qu'on lançait ce type d'incubateur au ministère de l'Intérieur. Il y en a dans les autres ministères. Pratiquement aujourd'hui, tous les ministères en ont ou pas, où on est ? Des laboratoires d'innovation, oui. Globalement, il y en a un peu partout. Par contre, nous, la singularité de notre incubateur, c'est sa thématique, la transition écologique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait qu'on est dans une démarche complètement agile. On s'adapte au fur et à mesure. Et par contre, ce qu'on a pu noter, c'est que dans les 10 projets qui ont été retenus, au-delà des 2 lauréates, les autres projets, il y en a qui finalement vont quand même avancer parce qu'en fait, il leur manquait qu'un petit coup de pouce pour avancer. Et la démarche d'accompagnement qu'on a eue pendant 8 semaines leur a donné ce petit coup de pouce. Merci beaucoup, Noémie. Et puis, comme il n'y a pas de raison de se priver de faire un petit satisfecit, l'ADICOM aussi a reçu, avec l'appui de la mission de développement durable, la certification 20121 dans la démarche d'éco-responsabilité, notamment
et spécifiquement pour l'instant, mais on va l'élargir, mais pour le département de la production événementielle qui nous accueille aujourd'hui pour réaliser cette émission et qui réalise bon nombre d'événements pour le ministère de l'Intérieur. C'est l'occasion pour moi aussi de vous remercier de tout l'appui, Noémie, que vous avez pu assurer à nos équipes durant toute cette phase de certification. Merci Noémie. Alors, on va passer maintenant, alors non pas à une séquence jeu vidéo, mais on va parler de Base Gun. Alors Base Gun, justement, ça pourrait être un nom de jeu vidéo, mais ce n'est pas du gaming, c'est la réalité. Et c'est une application qui est capable, Benjamin Barallon, vous appartenez à la direction du numérique, qui est une application capable d'identifier et de classifier de manière fiable et rapide une arme à feu. Pourquoi ? Mais je vais vous laisser la parole. Alors, parce qu'on a 7000 armes à feu, je crois, qui sont saisies chaque année. Et environ 15 à 20%, on n'arrive pas à les identifier ou on ne le fait pas correctement. C'est bien ça ? Alors, le projet numérique Base Gun part en fait d'un constat qui est le domaine des armes est un domaine très compliqué, très spécifique, avec des catégories légales complexes. Est-ce qu'une arme est autorisée, soumise à dérogation, interdite ? Et les policiers, parfois, rencontrent les policiers et les gendarmes sur le terrain des armes et ne savent pas forcément à quelle catégorie appartient cette arme et du coup, quelle réponse adapter en fonction de quelle arme. Donc l'idée est de leur fournir un outil numérique qui leur permet de les aider dans cette décision et de savoir quelle catégorie d'arme c'est. Concrètement, ce projet a pour objectif de prendre en photo l'arme et d'apporter un certain nombre de réponses via l'intelligence artificielle pour guider l'agent dans la découverte de cette arme. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi de développer en interne plutôt de faire appel à un prestataire externe? Parce qu'on a aussi des solutions. Non mais une question qui peut se poser, parce que pour un certain nombre de solutions dans le ministère, on peut aussi faire appel à des prestataires extérieurs. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi? Alors plusieurs raisons à cela. Déjà, il faut savoir que ce sujet, même dans l'état de l'art scientifique, est très peu traité. Il y a beaucoup de sujets autour de la détection des armes, dans des images de vidéoprotection, de choses comme ça. Mais la classification des armes avec un aspect légal spécifique, celui de la France, ça, d'une part, c'est pas traité par des grands industriels français. D'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une volonté de maîtrise et surtout il y a une problématique de responsabilité. C'est-à-dire avec l'intelligence artificielle, ce qu'on peut lui reprocher parfois, c'est d'être en mode boîte noire. Et quand on a des sujets comme ça qui sont importants, avec des décisions qui peuvent être impactantes, il faut savoir comment ça marche. Et du coup, garder la maîtrise des outils et savoir comment cette boîte noire, quels sont les fils à l'intérieur qui constituent cette boîte. Et du coup, de garder en interne du ministère de l'Intérieur et au sein de la direction du numérique cette maîtrise et la conception de cet outil assure aussi une certaine responsabilité derrière cet outil. Alors Benjamin, vous êtes chef adjoint chef de bureau adjoint du laboratoire des données de la direction du numérique. Quels ont été les challenges techniques à relever? Et puis expliquez-nous comment ça marche, l'histoire de la photo, mais la photo et après. Voilà. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un outil qui est basé sur de l'intelligence artificielle notamment. Et comme j'aime à dire parfois, l'intelligence artificielle peut être très bête. Et dépend vraiment de ce qu'on lui fait apprendre, de la phase d'apprentissage et de comment on la configure. Donc le premier challenge technique consiste à entraîner cette intelligence artificielle et la configurer très finement pour répondre à la problématique donnée. Donc premier challenge technique. Deuxième challenge technique, c'est autour d'une application qui est à développer. Aujourd'hui, les agents, en tant qu'agents de la fonction publique, mais également en tant que particuliers, ont l'habitude d'utiliser d'applications tout le temps, partout. Ils ont l'habitude d'avoir des applications fiables, accessibles et rapides. Donc il y a également toute cette partie-là à prendre en compte. Et enfin, ce qu'il faut savoir, il y a d'autres challenges un peu cachés, c'est que pour reconnaître certains types d'armes, il y a des aspects qui ne sont pas visibles. Typiquement, à l'intérieur du canon, il peut y avoir... C'est-à-dire qu'une simple photo ne va pas vous permettre exactement automatiquement d'aller classifier cette arme. Tout à fait. Donc il y a des notions d'interaction avec l'agent qui découvre cette arme ou d'autres moyens. La mise en sécurité de l'arme peut être une piste, typiquement, pour obtenir des informations qui vont aider par la suite à la classification. Alors,
C'est un projet qui est né et qui va se développer 2022-2023. Quelles sont les grandes étapes? Alors, plusieurs perspectives. Déjà, une perspective en dehors des frontières de la France. Le sujet des armes ne s'arrête pas à la France. Et cette problématique-là, tous nos voisins européens l'ont. Donc, il faut savoir qu'il y a des projets européens du programme Horizon Europe qui traitent de ce sujet et qui veulent aider à classifier, identifier les armes pour lutter contre le trafic d'armes notamment. Donc ça, c'est un premier objectif, de voir comment, avec nos collègues européens, on avance sur ce sujet. Et d'autre part, un deuxième objectif, ça pourrait être, au-delà de la classification, de trouver un peu l'historique de cette arme, savoir si elle a été volée, savoir si elle a été utilisée dans un crime, un braquage à main armée ou autre. Donc d'aller un peu plus loin que sa simple classification, par exemple, mais de chercher à l'identifier et de la rattacher potentiellement à d'autres délits ou crimes. C'est ça. Et d'intégrer cette dimension judiciaire derrière ou d'impact aux enquêtes, évidemment, dans l'objet de cette application. Tout à fait. Et plus largement dans le système d'information des armes qui est porté par un de nos partenaires forts sur le projet, qui est le service central des armes et explosifs. Et explosifs, le SCAE. Merci beaucoup. Basegun, longue vie à Basegun, et je crois que là aussi, ça fait partie des innovations dont on aura à reparler, tant elles vont elles faciliteront la vie quotidienne des agents du ministère de l'Intérieur, policiers, gendarmes, évidemment au premier rang, bien sûr, mais également l'ensemble des utilisateurs. Et vous l'avez dit, la lutte contre les trafics d'armes et la traçabilité des armes, c'est aussi une des actions fortes du ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup. Merci. Benjamin. Alors, on parle de l'innovation qui est aussi au cœur de la transformation de la gendarmerie nationale. C'est un vecteur majeur de ce processus de transformation de l'institution. Et bien, il y a un service de la transformation au sein de la Direction générale de la gendarmerie qui favorise l'innovation, qui accompagne les projets de transformation et qui les valorise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de cette institution. Je vous propose d'écouter le contrôleur général des armées, Christophe Jacot. Il est le chef du service de la transformation. Le 7 novembre, mois de l'innovation. Les innovateurs sont véritablement au centre de toutes les attentions et en particulier du service de la transformation. Pourquoi ? Parce que l'innovation, c'est un levier fondamental de transformation et il est au cœur de la stratégie Jean 2024 du directeur général de la gendarmerie. Innover, ça veut dire quoi? Innover, c'est apporter du nouveau, apporter du changement pour améliorer les choses. Et améliorer les choses en gendarmerie, c'est s'appuyer sur l'humain. Pourquoi? Parce que l'offre de sécurité est au service de la population et que le premier acteur de cette offre de sécurité, c'est le gendarme. Cette innovation, elle prend 3 formes principales. Ce qu'on appelle l'innovation dirigée, quand en administration centrale, on identifie un besoin opérationnel pour toute la gendarmerie. C'est l'innovation participative, qui est la plus connue, parce que c'est la possibilité pour tout gendarme de contribuer par son innovation à l'amélioration du service, de l'organisation ou des technologies de la gendarmerie. Depuis une quinzaine d'années, effectivement, il y a une reconnaissance et un appui à ces innovateurs. Et la 3e forme, c'est celle entre les deux, en quelque sorte, d'un défi participatif ou d'un hackathon. Là, en fait, il y a une impulsion qui est donnée par la centrale et une attente de réponse par le terrain. Par exemple, pour équiper un coffre de véhicule ou pour déployer une application informatique. Et donc, en quoi le service de la transformation peut véritablement être votre référent et vous appuyer dans votre démarche d'innovation? Eh bien, il le peut à divers titres. D'abord, il faut qu'il soit à l'écoute de toutes ces remontées du terrain. Donc il faut qu'il y ait un contact et une confiance qui soient établis. Et ensuite, il apporte une aide concrète aux innovateurs. C'est-à-dire qu'il doit mettre en place autour de ces innovateurs un écosystème favorable à son projet. Ça veut dire appuyer sa démarche, le conseiller en termes de méthode de déploiement d'un projet, lui apporter une aide juridique, voire financière,
jusqu'à la réalisation d'un démonstrateur, par exemple, et aussi le mettre en contact avec des directeurs de programme, des chefs de projet de la centrale, voire des industriels. Voilà, même si il y a un droit à l'expérimentation et un droit à l'erreur, nous avons le devoir de tout mettre en place pour favoriser la réussite de cette innovation. Et ensuite, après la réalisation du démonstrateur, envisager le déploiement à toute la gendarmerie. Voilà en quoi le service de la transformation est votre service référent et vous épaule en permanence pour la réussite de vos innovations. Cette transformation que vient d'évoquer le contrôleur général des armées, Christophe Jacot, vous la vivez au quotidien. Bonjour Jacques Martin, vous êtes colonel, chef de la mission du système d'information Agora à la direction des personnels militaires, la DPM-GN, de la gendarmerie nationale. Mon colonel, qu'est-ce que c'est Agora? Alors Agora, A-G-H-O-R-A, c'est la dématérialisation des dossiers individuels et des process RH. Mais au-delà de ça, alors, derrière cet merci. acronyme... Effectivement, donc c'est tout le processus de dématérialisation, de numérisation de notre système d'information des ressources humaines. Donc, vous savez que c'est une volonté du président de la République à travers la feuille de route de l'action publique 2022, déclinée et insufflée par notre directeur général de la gendarmerie, le général d'armée Christian Rodriguez, de dématérialiser entièrement, si possible, nos dossiers RH de manière à devenir peut-être, sans doute, la première administration zéro papier dans un format éco-responsable que nous souhaitons. Alors, cette logique, justement, l'éco-responsabilité, donc une logique de développement durable, mais également de fluidité, d'amélioration de la fluidité, plus économe aussi, et ce n'est pas un gros mot, bien au contraire, et puis aussi la sécurisation des procédures. Donc, c'est vraiment multispectre. Alors effectivement, dès aujourd'hui, le gendarme qui rentre en gendarmerie, de sa prise en compte initiale jusqu'à un jour sa radiation des cadres, verra son dossier entièrement numérisé. Je le disais tout à l'heure, les processus doivent également être automatisés. Aujourd'hui, on a automatisé entièrement notre processus de paye. On est actuellement à 120 000 bulletins de solde édités par gendarme et par mois, multiplié par 12 mois. Je vous laisse imaginer le nombre de millions de papiers que nous économisons par jour. Je vous laisse également imaginer cette économie d'échelle et d'envergure vis-à-vis de tout le papier, donc l'encre, le maintien en condition opérationnelle de ces machines et surtout être capable de dégager du temps. Oui, c'est ce que j'allais dire, le temps aussi, parce que c'est un temps formidable de gagner. Absolument, puisque ces fonctions, j'allais dire, qui peuvent être automatisées, on a à peu près identifié 150 fonctions qui peuvent être automatisées, c'est redonner du gain, du temps de travail, notamment à nos échelons gestionnaires de proximité ou en centrale, pour se tourner vers l'humain. Sa gestion de carrière, voilà un petit peu le but de... Oui, c'est ça, c'est pas de faire des économies de temps dans l'absolu, c'est de dégager du temps notamment pour revenir sur des vraies problématiques RH, l'accompagnement, le soutien, la gestion des carrières. Voilà, par exemple, je vais vous donner, on a tous pesté quand on était sur le terrain par tous ces process qui sont toujours un peu papivores. Eh bien, aujourd'hui, vous savez, quand on vous réclame traditionnellement les 3 derniers bulletins de salaire, on a créé, à travers une gestion automatique de documents et une indexation avec un coffre-fort électronique auprès du gendarme, eh bien, vous allez faire vous-même votre recherche au niveau du système d'information plutôt que de passer par votre service qui est déjà très sollicité. Comment ça se présente, Agora ? Alors Agora, c'est un système d'information qui repose sur un gros système informatique avec un progiciel de gestion intégré qu'on a choisi, qui fait référence un peu sur le marché, qui s'appelle SAP, et puis pour lesquels nous sommes montés en compétences. Nous avons fait le choix de l'internalisation, puisque effectivement les données que nous traitons sont sensibles, notamment en ce qui concerne tous les gendarmes et le cycle de vie qui les accompagne. Alors vous avez parlé de 150 fonctionnalités. C'est quoi les fonctionnalités principales d'Agora ? Eh bien, c'est la dématérialisation. Vous avez déjà évoqué un certain nombre d'objets, justement.
Eh bien, c'est en fait la dématérialisation complète du cycle de vie d'un gendarme. C'est-à-dire, vous voulez faire une demande de permission, elle est automatique. Vous voulez un certificat de position administrative pour inscrire vos enfants à la crèche, par exemple. Eh bien, on a mis en place une signature électronique qu'on appelle cachet serveur. C'est un petit peu technique, mais cette Marianne qui permet, si vous voulez, d'authentifier un document de façon officielle, eh bien, aujourd'hui, c'est le système Agora qui, à travers un groupe d'acteurs, vient officialiser et numériser cette signature. Parce qu'il y avait des soucis réglementaires. Enfin, ce sont des documents officiels aussi. Donc il y avait aussi cette dimension-là autour. Alors, effectivement, quand on parle dématérialisation, j'ai parlé automatisation. Il faut également parler gestion électronique de documents. Et il faut parler également, effectivement, signature électronique que l'on a mis en place de manière à pouvoir authentifier ces documents. Et ça, directement, ça impacte la vie quotidienne des 100 000 gendarmes d'actifs, plus l'ensemble des réservistes. Mais enfin, en tout cas, sur les gendarmes d'actifs, c'est vraiment une amélioration de leur vie administrative. Alors, je veux dire, tout le monde est concerné, hein, bien sûr, les administrés, les collaborateurs, l'administration, notre DRH groupe, les DRH de proximité. Effectivement, nous avons réussi à dématérialiser l'ensemble du processus et du cycle de vie pour un gestionnaire et pour le cycle de vie des documents d'un gendarme. Merci mon colonel d'être venu nous parler d'Agora, ressources humaines auxquelles l'intelligence artificielle peut contribuer à améliorer. C'est un autre levier, l'intelligence artificielle. Nous recevons le chef d'escadron Emmanuel Vegas, qui est chargé de projet à la direction des personnels militaires, la DPM-GN de la Gendarmerie nationale. Vous avez notamment deux outils RH innovants, le chatbot RH et puis aussi l'aide à la mobilité via PO. Alors, chatbot RH, le robot conversationnel, on en parlait dans la première partie de cette émission, et via PO. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont ces deux objets ? Alors tout à fait, on a mis à disposition de nos militaires des outils RH innovants pour davantage clarifier les règles vis-à-vis d'eux, les impliquer dans leur parcours, et puis également, finalement, par ce biais, valoriser la chaîne de valeur RH. Alors le premier que vous avez évoqué, c'est le chatbot, qui présente, lui, la particularité de s'adresser non pas à nos usagers, mais à nos propres agents. Et c'est une première dans la fonction publique, lorsqu'il a été lancé en 2019 au profit de nos officiers. Donc il s'adresse aux 6000 cadres de la Gendarmerie nationale, et en fait, il part du constat que lorsqu'un officier cherche une information sur son parcours, il va s'adresser à son camarade, à sa chaîne de concertation, à son chef hiérarchique, parfois à son gestionnaire. Et s'il obtient des informations qui sont sensiblement différentes parce que tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance, eh ben, il va y voir un biais et peut-être un sentiment d'opacité va naître. Et il s'agit d'évanouir ce sentiment d'opacité pour réinjecter de la confiance dans la relation entre le gérant et le géré. Comment on intègre l'intelligence artificielle dans ces projets ? Alors c'est finalement des algorithmes qui sont derrière ces outils, des algorithmes qui permettent d'exaucer la donnée. Et la force de la gendarmerie, c'est qu'on dispose aujourd'hui de puits de données assez conséquents. Le colonel Martin l'a cité, à travers notre système d'information RH Agora, déployé depuis 2005, on a une quantité de données. Et cette deuxième force, c'est que cette donnée, on a les acteurs pour l'exploiter et la raffiner. Ces acteurs, c'est en particulier le Data Lab, donc une équipe agile d'une dizaine de développeurs et data scientists du service des technologies et du système d'information de la sécurité intérieure. Appelé autrement le STSI carré. Tout à fait, le STSI carré, qui quotidiennement développe des algorithmes pour répondre aux besoins et puis finalement exaucer toutes ces données. Alors, c'est quelque chose qui contribue bien évidemment à améliorer la gestion des ressources humaines. En quoi justement cette intelligence artificielle va-t-elle contribuer à continuer à contribuer à améliorer la gestion des RH justement à l'avenir ? Alors évidemment, on a parlé d'Agora, on a parlé. C'est quoi la prospective ? Alors, le but, c'est de changer profondément la relation entre le gérant et le géré,
en donnant plus de transparence, en permettant aux officiers d'éclairer leur parcours et finalement en dégageant du temps pour le gestionnaire qui passe peut-être moins de temps à expliquer et qui consacre et qui réinvestit ce temps qu'il a gagné dans la relation humaine pour traiter les situations complexes et particulières. Alors demain, il y a de grands chantiers qui se présentent devant nous. C'est en particulier la GPEC, la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. Et puis le deuxième grand chantier, c'est la stratégie de recrutement. Et donc investir le champ ouvert d'Internet et des réseaux sociaux pour avoir un ciblage encore plus précis par rapport à nos besoins au sein de cette nouvelle population de digital natives qui ont des attentes bien précises auxquelles on devra savoir répondre demain. Raffiner ou affiner, en fait, c'est deux maîtres mots dans votre action. Hein. Raffiner les connaissances, affiner aussi les besoins et être toujours en capacité de mettre en face des besoins les moyens adéquats. Tout à fait, tout à fait. On a aujourd'hui des militaires qui attendent une gestion individualisée. Et donc, à partir de règles de gestion de masse, on doit être en capacité de s'adresser à chaque individu avec un traitement tout particulier. Le gestionnaire n'a pas vocation à être remplacé par l'intelligence artificielle, mais bien d'être assisté et d'avoir une véritable aide à la décision à ses côtés et, in fine, être augmenté. Merci beaucoup, mon commandant. Merci, mon colonel, d'être venu parler ressources humaines, d'être venu parler d'Agora, mais également du chatbot, donc RH, et de VIA-PO, VIA pour personnel officier. Tout le monde dans la maison connaît ce que c'est que le BPO, le bureau personnel officier. Merci d'être venu témoigner. La gendarmerie nationale, elle s'investit aussi dans l'innovation pour être au plus près des besoins du terrain. Alors vous en avez parlé au plan RH, mais également en développant des solutions concrètes et immédiatement opérationnelles. Démonstration avec le maréchal des logis chef Benjamin Sophie, technicien en recherche et développement à la section cardio. Alors on pourrait croire que la section cardio, ça a quelque chose à voir avec le maintien en conditions opérationnelles et avec le sport. Eh bien pas du tout. Cardio, c'est conception, analyse, recherche, développement, innovation, optimisation. Ça a été créé en 2020 au sein du service central des réseaux et technologies avancées de la gendarmerie nationale et c'est basé au Mans. Regardez ce que développe et le travail de Benjamin Sophie. La section cardio est une section naissante, donc depuis 2020, qu'on a décidé de créer au SRTA pour concentrer les idées de tous et de travailler de façon structurée et organisée en matière d'innovation. Je vais peut-être vous faire rire, mais avant de rentrer en gendarmerie, j'avais déjà ciblé le SRTA. Parce que je savais qu'on pouvait innover dans l'institution. Je savais que je pouvais apporter ma créativité au service des autres et surtout pour mes camarades du terrain. Pour mener à bien nos projets, on a différents matériels à notre disposition. Donc on a une imprimante 3D ici, une imprimante un peu tout type de matériaux ici. On a un outil très intéressant qui est le scanner 3D. Nous, ça nous permet, donc, du type d'utilisation, de refaire des petites pièces. Comme là, par exemple, on a une petite pièce ici, un engrenage à refaire, et on peut l'utiliser en portable pour refaire des pièces beaucoup plus importantes. Alors, en ordre d'idée, on peut imprimer une voiture, on peut scanner une voiture. Également, on a des projets comme Aquatrack. Donc Aquatrack est un gros projet européen. Ça permet de récupérer des informations sur des navires. Donc c'est une station fixe, ça se comporte un peu comme un radar. Ça permet de récolter des informations sur des navires, le cap, la dimension, ce qu'ils transportent. Et ça remonte tout sur une cartographie. Et ça permet aux différents agents de police de l'eau européenne d'avoir une traçabilité des contrôles et de travailler vraiment en sécurité. Pour moi, l'innovation est un état d'esprit. Mais pour l'innovation, il faut être innovant. Pour être innovant, il faut être créatif, il faut sans cesse s'améliorer et donner vie à nos projets, rendre les choses abstraites en concret. Et ça, c'est important. Et toujours ne pas hésiter à se remettre en question afin de s'améliorer.
L'innovation, c'est aussi l'innovation managériale et on va voir ça avec la police nationale. Christine Dufaux, qui est commissaire générale, chef du département des technologies appliquées à l'investigation, DataI, et Sonia Fibleuil, qui est porte-parole de la police nationale, commissaire divisionnaire, mais qui a travaillé justement sur ce département des technologies appliquées à l'investigation lorsque vous étiez en police judiciaire dans vos précédentes fonctions. Sonia. Alors, DataI, créé le 1er janvier dernier au sein de la DCPJ. Christine, c'est un département qui est issu d'une restructuration et qui regroupe des effectifs qui sont répartis sur 9 sites sur le territoire national. Et vous pouvez dresser un bilan après 9 mois, un peu plus même, 10 mois de fonctionnement. C'était quoi l'objectif du séminaire que vous avez organisé pour dresser un petit peu ce bilan après plus de 9 mois d'existence ? Donc, la particularité du DataI, comme vous l'avez dit, est de regrouper des services qui sont situés sur l'ensemble du territoire national, donc sur 9 sites. Et donc l'équipe de direction que j'ai autour de moi est répartie sur 3 sites, donc Marseille, Écully et Beauvau. On a un service qui est à la fois nouveau, mais qui est aussi issu de restructuration, puisqu'il y a un certain nombre d'équipes qui existaient déjà, mais dans des services disséminés. Et donc, de tout ça, j'ai voulu mettre en place un séminaire, parce que c'est un changement pour les effectifs, et je voulais voir, en fait, au bout de 6-8 mois, comment l'organisation du service était vécue par l'équipe de direction, ce qui représente 14 personnes, puisqu'il y a 7 pôles qui sont en charge de thématiques particulières et qui toutes concourent à l'expression des services numériques. Et donc ça fait avec mon adjoint moi-même 16 personnes. Et donc mon idée était de faire un bilan et de voir en termes d'organisation quelles améliorations on pouvait apporter avec un diagnostic partagé par les collègues qui sont autour de moi. Alors vous avez travaillé avec un coach. Oui. Et pourquoi avoir fait ce choix-là d'un œil ou d'un apport externe, et comment est-ce que vous l'avez choisi ? Alors, pourquoi un coach ? Parce que dans le cadre de la préfiguration du DataI, donc durant l'année 2020, et grâce à Sonia, on a fait appel à plusieurs coachs de la DITP qui nous ont aidés en fait, à organiser pas mal d'ateliers en interne et en externe de la DCPJ. Et donc, j'ai pu voir combien leur expérience était profitable quand on faisait des ateliers pour en tirer des cas très concrets. Donc là, quand j'ai voulu organiser ce séminaire qui est un petit peu particulier, j'ai fait appel à un coach qui s'appelle Vincent Fabry, qu'une de mes collaboratrices avait connu dans le cadre d'un atelier qu'elle avait fait aussi sur le management. Et c'est important, quelqu'un d'extérieur, d'abord, parce qu'il a ses propres compétences, c'est quelqu'un qui est formé dans la qualité relationnelle et qui est à la fois compétent pour travailler sur les organisations et sur les individus. Et comment est-ce que ça a été reçu, les agents ? Parce que police judiciaire, on pourrait se dire, est-ce qu'on pose des questions de management, on est loin du cœur de métier, en fait. Comment est-ce que ça a été reçu ? Non, très bien. Enfin, j'avais vu avec la préfiguration du DataI que c'était très bien accueilli par les agents, parce que l'intervention de ces coachs permet de faire des ateliers très concrets, à d'arriver à la fin avec des plans d'action qu'on peut suivre derrière. En fait, et ils ont aussi l'art de faire parler de manière très concrète les collègues. Alors c'est parfois un peu déstabilisant de faire appel à des coachs, mais j'avais vu que c'était très efficace. Et donc là, globalement, sur le séminaire, c'est un succès pour tous les collègues. Alors il nous a proposé un questionnaire déjà, puisque sa technique en fait pour travailler sur les organisations, c'est le DRSO, c'est le diagnostic de résonance des structures et des organisations. Et en fait, il part du principe que dans les organisations, il y a un certain nombre de thématiques qu'on retrouve à chaque fois, qui sont par exemple la gouvernance, le fait de savoir si le chef de cette structure-là, est capable de prendre un certain nombre de décisions, est capable d'aider les personnes qui dans son organisation ont des difficultés, ou alors est-ce qu'il a bien exprimé les objectifs qui sont les siens, et est-ce que les gens qui sont dans son équipe ont bien conscience des objectifs du service. Donc il y a un certain nombre comme ça de questions. Donc il nous avait fait remplir un questionnaire pour savoir où en étaient les gens de l'équipe. Et après ce questionnaire, on a fait un séminaire de 2 jours, donc en présentiel, où il a fait des ateliers en lien avec ce que lui avait trouvé comme conclusion du questionnaire. Et donc on est arrivé à établir une quinzaine, un petit peu plus de sujets très concrets qui sont venus en fait des équipes. Ensuite, on a voté pour retenir 3 des actions qui nous paraissaient les plus importantes. Et derrière, on a fait 3 plans d'action qui sont en cours.
Et donc, il nous a fait aussi... Et c'est quoi les actions, par exemple, si on peut en prendre Les actions, par exemple, c'est de mettre en place une méthodologie qu'on pourrait proposer au personnel pas que de la DCPJ, puisque le Data AI a vocation à travailler sur des outils pour l'ensemble de l'investigation de la police nationale. Donc quand on est contacté par des collègues qui sont en activité et qui ont une idée ou un besoin d'un outil, l'idée c'est de leur proposer une démarche qui soit bien claire et que chaque acteur dans la démarche sache ce qu'il doit faire et ce qu'il peut demander aux collègues qui nous sollicitent, qu'est-ce qu'on doit leur rendre comme information. Enfin, c'est toute une démarche et c'est mettre en place une démarche qui soit la même pour tous les collègues, par exemple. Sonia Fibleuil, parlez-nous de cette démarche, de cette expérience-là, le ressenti qui a été le vôtre et le ressenti aussi de vos collègues. Eh bien, tout a commencé fin 2019 lorsque le directeur central de la police judiciaire m'a donné pour mission de restructurer l'état-major de la police judiciaire, ce que j'ai accepté évidemment. Et pour faire cette démarche de transformation, alors ce que j'appelle un micro-changement par rapport à une grande transformation qui pourrait avoir lieu en direction générale par exemple, mais pour ce micro-changement en direction centrale, j'ai, durant le mois de l'innovation, rencontré des coachs de la DITP, Aurélie et Thierry, qui se reconnaîtront. Et donc, on a échangé sur comment transformer au mieux en faisant évidemment participer les usagers. Alors, il y a beaucoup d'acronymes, d'anglicismes dans ce type de transformation. En gros, on a utilisé des coachs pour animer et essayer de définir des missions. Les nouvelles missions qu'allaient être les nouvelles sections de cet état-major. En tout, il y en avait 4. Et donc c'était des coachs qui étaient là pour appuyer la démarche, qui n'étaient pas là sur le fond, mais qui étaient là pour guider, orienter le travail. Donc c'était cette démarche-là. Exactement, une démarche vraiment d'appui, de conseil pour faire participer les agents, pour leur faire co-construire aussi des nouvelles missions et puis pour faire, comme on dit, du team building, c'est-à-dire essayer de créer une cohésion dans des sections avec des personnels qui ne se connaissaient pas auparavant. Donc c'est des techniques tout à fait originales en police judiciaire, vous l'avez c'est ce que j'allais dire, remarqué. parce que déjà c'est assez original au sein de l'administration d'une manière globale, parce qu'on n'y a pas souvent ou pas toujours recours, mais alors en police judiciaire, qui est un monde encore plus fermé, ça devait être extrêmement surprenant pour eux. Quand vous leur avez présenté la première fois, non ? Oui, tout à fait, ça a été assez surprenant, mais on a eu des réactions vraiment très positives. Au contraire, puisqu'on demandait leur avis aux agents, on leur demandait de participer, ils se connaissaient mieux à travers des workshops un petit peu ludiques, et ça leur changeait effectivement du quotidien. Et de temps en temps, s'extraire du quotidien et des missions quotidiennes pour pouvoir avancer et construire son service, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, ça a été un petit peu généralisé, cette méthode, en tout cas de coparticipation et de co-construction, notamment avec les usagers sur les téléservices comme moncommissariat.fr, mais également avec les agents pour répondre à leurs besoins métiers. Vous conseilleriez, mais je suppose que évidemment la réponse va de soi, vous conseilleriez à l'écosystème du ministère d'avoir recours à ce type de démarche, oui ? Oui, je crois que quand on a un service comme ça qui vient d'une restructuration ou à qui on confie des missions nouvelles et qui remettent en cause en fait le travail habituel des agents, c'est une bonne chose, à condition que l'équipe de direction, et notamment le chef, accepte qu'il y ait aussi des remarques qui remettent en cause ce qu'il a fait jusque-là, ou alors des petits manques qui existent, hein, parce que dans un service qui a beaucoup de missions, il peut y avoir une chose à laquelle on n'a pas forcément pensé. Donc ça suppose quand même que les gens qui participent à tous ces ateliers fassent le choix d'être francs, de participer, que les chefs acceptent qu'il y ait quelque chose dans ce qu'ils ont organisé qui soit améliorable. Oui, c'est-à-dire qu'il faut accepter bien évidemment pour construire l'avenir, construire des modes de travail qui soient peut-être différents, d'accepter la critique sur sa propre organisation. C'était un des écueils, ça, aussi ? Clairement, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Christine. Effectivement, il faut savoir écouter les choses positives, mais également les critiques. Et c'est vraiment une des qualités du manager qui organise ce type d'atelier. Donc c'est totalement réplicable, en fait ? Totalement réplicable, oui, tout à fait. Sur tous les types de missions, à mon sens. Et ça, le gros avantage, c'est que les agents, après, sont acteurs des propositions qu'ils ont faites.
Ils les ont décidés, ils les ont choisis, ils les ont priorisés. Et donc, ils sont amenés à les prendre en compte. Donc, c'est une vraie association des agents du service à l'objectif qu'a le chef de service de ce qu'il veut faire, des missions qui lui ont été confiées. Car, comme vous l'avez dit, les agents, nos agents du ministère de l'Intérieur, c'est eux qui mettent en œuvre, qui développent, qui mettent en œuvre les politiques et les outils qu'on leur donne. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'ils se sentent évidemment le plus concernés possible, le plus associés possible. C'est évident, c'est la moindre des choses pour pouvoir embrasser justement ces outils et les utiliser correctement au service des usagers. Tout à fait, c'est extrêmement... Vous avez parlé de moncommissariat.fr, oui justement, mais moncommissariat.fr, c'est un bel outil technique, mais c'est aussi parce que ce sont des hommes et des femmes qui le font vivre au quotidien. Tout à fait, exactement. Cette démarche de co-construction et facteur de motivation. Et je pense dans notre administration, la police nationale, qui est une administration historiquement très verticale, de mettre un peu d'horizontalité dans les modes managériaux. Et puis pour les chefs de service qui hésiteraient, la démarche que j'ai proposée donc à mon équipe de direction cette année, on l'a financée sur un FIRH qu'on avait demandé. Voilà. Donc ça en plus un FIRH, un fonds. Un FIRH, c'est un fonds d'innovation du RH qui est proposé par le ministère. Donc on a déposé un dossier, on a obtenu les fonds et on a fait tout ce séminaire. Il y a même le mode de financement qui est proposé, c'est-à-dire qu'on a vraiment la notice parfaite de comment mener ce genre d'initiative. Merci Christine, bonjour. Bonjour. Merci Sonia, merci d'être venue témoigner sur ce plateau. On a parlé d'innovation managériale. Merci beaucoup à toutes les deux. Je me tourne vers Mamadou Diarra, le directeur de cabinet du secrétaire général. J'allais dire secrétaire général, pas encore. Directeur de cabinet du secrétaire général. On a parlé d'administration territoriale de l'État tout à l'heure avec le fonds de modernisation. Si on parle d'ATE, on peut aussi parler de Rezana TE. Qu'est-ce que c'est Rezana tout court et qu'est-ce que c'est Rezana TE? Avec le micro, sans masque, on peut. En respectant bien évidemment les gestes barrières. Mamadou. Bonjour, donc Rezana, c'est un outil qui a été développé par les agents de la DRJSCS de Gironde, c'est-à-dire des services de l'État chargés de l'éducation et de la jeunesse et des sports en Gironde, qui est un outil collaboratif de travail au profit des agents. Comme l'expérimentation locale a bien fonctionné, ça a été porté au niveau national donc par la DINUM, la délégation interministérielle au numérique, et est aujourd'hui mise à la disposition de l'ensemble des agents de l'État. Sur cette base, au ministère de l'Intérieur... C'est un outil collaboratif, hein, c'est un outil collaboratif à partir duquel on peut partager des documents, faire ce qu'on appelle de la coédition, c'est-à-dire que partout sur le territoire, on peut partager des documents, écrire ensemble avec cet outil, partager également des présentations PowerPoint, des Excel, etc. Et on a utilisé cet outil pour en faire un des instruments du management collaboratif de l'État territorial. Parce que, comme je viens de le dire, c'est un outil qui est issu du réseau territorial, donc des agents. Donc qui, mieux qu'eux, pouvaient déterminer leurs besoins. C'est un outil interministériel et par suite, dans la mesure où le ministère de l'Intérieur aujourd'hui anime le réseau déconcentré de l'État, c'est un outil qui peut servir à la fois au réseau des préfectures, aux services de police et de gendarmerie, mais également à ce qu'on appelle les délégations départementales interministérielles. Les DDI. Donc les DDI qui travaillent sur l'économie, l'aménagement du territoire, les politiques sociales. Donc on a ouvert l'espace Rezana TE, donc qui est un espace collaboratif à partir duquel l'ensemble des cadres de l'État au niveau territorial peuvent partager des documents, s'informer sur l'actualité du ministère, mais également conduire des projets structurants. On l'a notamment fait pour ce qui est des feuilles de route interministérielles des préfets. Donc c'est un projet issu des territoires. Enfin, c'est plus qu'un projet, puisque c'est une réalité, hein, Rezana TE. C'est issu des territoires, pour les territoires. C'est vraiment, l'illustration parfaite du sens de l'action du ministère de l'Intérieur. Exactement. C'est un exemple que des innovations de proximité peuvent ensuite être portées, soutenues au niveau central, pour ensuite aller plus loin dans les réseaux, se diffuser très largement. Et au cas d'espèce,
ce que je vous évoquais, je vais vous donner 7 exemples, les feuilles de route interministérielles des préfets. Il s'agissait pour chaque préfet de recevoir un mandat du Premier ministre sur l'ensemble des politiques publiques territoriales. Alors vous allez vous dire, oulala, c'est très compliqué d'élaborer 100 feuilles de route différentes avec voilà, des dizaines de versions. Et finalement, avec une plateforme simple, on a pu demander aux préfets de faire remonter leurs propositions, les faire diffuser dans l'ensemble de l'administration centrale et ensuite arriver à des documents consolidés pour l'ensemble des territoires. Donc on voit que c'est des outils qui paraissent peu de choses, mais qui finalement font gagner beaucoup de temps à l'ensemble des agents, favorisent la cohésion puisqu'on travaille sur les mêmes outils, on partage plus facilement de l'information, des documents et de l'information administrative. Et même dans des situations un peu plus complexes de crise, eh bien, on pourra utiliser cet outil pour partager plus vite des informations avec nos réseaux territoriaux. Rezana TE, c'est donc le sujet dont vous êtes venu nous parler pour clore cette émission consacrée au mois de l'innovation publique. L'innovation au sein du ministère de l'Intérieur, elle est portée par les services de police, par les services de gendarmerie, par l'ensemble des directions. Au sein du secrétariat général, on y travaille toute l'année avec la MMS. Alors la MMS, c'est pas les M&M's, hein, c'est bien la MMS qui est la mission. Tu as parfaitement. J'ai aucun attrait pour les MMS. Donc qui est la mission modernisation simplification, qui est une toute petite équipe de 6 agents qui travaillent au quotidien avec les modernisateurs, les innovateurs de l'ensemble des directions générales et avec également la délégation à l'information et à la communication pour le mois de l'innovation. Donc avec la direction générale toute l'année, l'idée c'est de faire connaître des projets d'innovation qui émanent des réseaux, pour ensuite essayer d'aller chercher ensemble des financements, aller chercher ensemble du soutien. Vous évoquez, madame, le FIRH, donc le fonds de modernisation concernant les ressources humaines. A été évoqué le fonds de modernisation des préfectures. Il y a également le FTAP, le fonds de transformation de l'action publique, qui est très important et qui peut être mobilisé. Mais ensuite, pour faire partager ce qu'on fait de bien chacun de notre côté. Pourquoi on va développer un chatbot dans telle préfecture? Peut-être que ça peut être utile en service de police. On voit qu'il y a des innovations très importantes en matière RH et notamment de systèmes d'information RH en gendarmerie nationale. Pourquoi ne pas s'en inspirer? Et c'est pourquoi on va être ouvert donc, en tout début d'année un laboratoire ministériel d'innovation qui n'a pas vocation à se substituer de tous ceux qui existent et qui sont très présents en police, en gendarmerie ou en matière de développement durable comme vous avez présenté, mais pour essayer de travailler en réseau pour justement faire qu'il y ait plus de synergie entre les différents innovateurs du ministère. Et vraiment, je demande aux agents de ne pas se mettre de barrières et de croire en leur projet. Parce que l'exemple que je vous évoquais tout à l'heure, Rezana, c'est un exemple qui est parti d'un point du territoire et qui aujourd'hui bénéficie à tous. Merci beaucoup, Mamadou. C'est l'illustration parfaite de ce que l'on voulait dire pour résumer le sens de cette émission et au-delà de ça, de l'innovation au sein du ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup d'avoir participé. Remerciements à la MMS et également aux équipes de la DICOM. Elles ont travaillé de concert pour organiser cette émission et les autres événements du mois de l'innovation publique au sein du ministère de l'Intérieur. On continuera évidemment tout au long de l'année sur nos réseaux sociaux, sur les sites internet et intranets du ministère, des directions générales de la gendarmerie, de la police et de l'ensemble des directions à parler d'innovation, à vous présenter ce que l'on fait bien afin de susciter l'émulation et de susciter des projets. Et vous le disiez, Mamadou, il ne faut pas se mettre de barrières et croire en ces projets. Rezana en était l'illustration parfaite. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et à très bientôt pour parler notamment d'innovation au sein du ministère de l'Intérieur.